Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci bonjour. pour cette interview. Double merci parce que vous jouez dans quelques heures et c'est complet. Tous les billets ont été vendus, donc c'est même pas une interview de promotion. Non. C'est vraiment une interview de plaisir. Oui, plaisir. La question récurrente que l'on vous pose à chaque fois qu'on vous interviewe, c'est cette ressemblance entre Zweig et vous, Francis Huster. Est-ce qu'on n'en avait pas assez qu'on vous compare l'un à l'autre? Parce que j'ai quand même le sentiment que vous êtes tout le contraire de Stefan Zweig. Vous parlez, vous hurlez, vous dites votre vérité, alors que Stefan Zweig, lui, s'est tu au moment où il devait dénoncer la barbarie nazie. Vous êtes tout le contraire finalement. Moi, je ne me suis jamais tué parce que j'ai eu la chance très jeune de rencontrer des héros des années 30, 40, 50. Et j'ai compris que les Juifs, dans cette première partie du XXe siècle, ont eu une attitude qui a été l'attitude de Zweig, qui était la suivante. Non, ne parlons surtout pas, ne réagissons surtout pas, ne faisons rien, au contraire, tout va s'incendier, et tout s'arrangera. Allez, restons dans le calme, dans le silence. Notre rôle, notre morale, c'est de nous intégrer. Il n'y aura jamais d'État d'Israël. Theodor Herzl au congrès de Bâle n'a pas réussi parce que les juifs sionistes russes ont dit ce sera la Palestine, la Judée ou non. Donc les propositions de Theodor Herzl de trouver grâce au Kaiser Guillaume qui lui avait donné les territoires du Kilimandjaro, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, de trouver enfin la possibilité de fuir déjà les pogroms, que ce soit du côté de la Russie, que ce soit du côté de toute l'Europe. L'échec, le Titanic du congrès de Bâle de Theodor Herzl a persuadé les juifs les plus célèbres du monde entier, comme ceux qui souffraient déjà de l'antisémitisme à des niveaux déjà insoutenables, n'ayant pas le rêve d'Israël crédible, on va donc s'intégrer. Or, cette intégration dans les années 10, 20, 30 était une désintégration. Ça veut dire que ce soit les Ashkénazes au nord, les Séfarades au sud, c'était se désintégrer. C'était à table, on ne disait pas « Ah bah tiens, lui est juif ». Non, on disait « Ah bah tiens, lui est juif ». On chuchotait, on devait faire profil bas. Et on restait dans le cercle fermé. On s'habillait comme les autres, on parlait comme les autres, et puis tout d'un coup, en France, Jeanne d'Arc, dans tous les autres pays, tout le monde, on avait l'impression qu'on devenait vraiment plus qu'une intégration, une branche de la racine européenne. Cette attitude de Zweig a été criminelle, parce que, contrairement à Émile Zola, contrairement à Schœlcher, qui ont lutté contre le racisme, l'esclavage ou le reste, et qui ont osé crier « j'accuse ». Zweig, aussi célèbre que Ronaldo, que Messi, que Zidane, que Platini, que tout le monde, que Djokovic, que Federer, célèbre dans le monde entier. Son roman Amok est déjà vendu à 160 000 exemplaires. C'est pas livre de poche, hein, c'est des vrais livres à l'époque. Zweig n'a pas voulu. Zweig a été éduqué par sa famille, qui est une famille qui est venue de Moravie, qui s'est installée en Bohême, une famille bourgeoise, tisserand. Il a été éduqué, il faut comprendre, ça explique tout, sans yiddish, sans hébreu, sans rien, sans synagogue, sans bar mitzvah, sans rien. Il devait devenir un pur Autrichien. Et quand il a été poursuivi par la Gestapo, comme Einstein, comme les autres, quand il a fui, et qu'il s'est retrouvé heureusement chez les Britanniques, Zweig n'a pas cessé de tenir la même attitude. On a des documents, par exemple, en 1939, où il exige d'un reporter français qui fait un article dans Paris Presse de ne pas dire un mot de mal contre le gouvernement autrichien. Donc quand on ne cesse pas de vous comparer à Zweig, il y a quand même une sacrée différence. Moi je vous lis tous les deux, d'ailleurs, à propos d'Israël, à propos des Juifs, à propos de Daesh, des attentats à Paris, vous êtes tout sauf des hommes qui se taisent. Devinez, vous voulez que je vous donne la réponse? Bingo, Israël. Israël existe. J'y suis né en 1947.
Donc voilà, l'État d'Israël, c'est moi, mon âge. Voilà l'âge d'Israël. Alors quand vous parlez tous les deux, on vous interroge souvent sur Israël, votre judaïsme. Est-ce que ça vous coûte professionnellement? Est-ce que vous êtes catalogué au bout d'un certain temps? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Mais évidemment, une partie de ma famille a été est morte à Auschwitz. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Steve est séfarade. Moi, je suis ashkénaze. Le problème des Juifs, c'est tout simplement que les séfarades et les ashkénazes n'ont pas compris qu'ils étaient un. Et pas un et un. Et l'union juive, séfarade et ashkénaze, c'est la seule qui peut bâtir. Il faut le comprendre. Les séfarades en France ont toujours eu une attitude beaucoup plus franche, courageuse, combattante pour Israël. Ils ont vraiment illuminé leur judaïsme. Ils se sont battus, que ce soit artistiquement, que ce soit politiquement. Ils ont eu beaucoup de courage. Les Ashkénazes étaient beaucoup plus intégrés. Et bien sûr, je pense que c'est la même chose pour Steve, c'est pour ça que notre duo artistique marche tellement bien, c'est que la différence entre Ashkénaze et séfarade, c'est que l'Ashkénaze baisse le regard, le séfarade le lève. L'Ashkénaze baisse le regard parce qu'il est tourné vers son intérieur, sur sa souffrance, sur sa déchirure, sur sa lâcheté des fois, et sur le fait qu'il veut expliquer ce qu'il fait avant de le faire. Il veut se motiver. Alors que le séfarade regarde droit, est presque dans une attitude d'insolence, fait et explique après. Sauf en Israël. Sauf en Israël. C'est pour ça qu'il est très important aussi que lorsqu'on est, quel que soit le pays, européen ou pas, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la racine intellectuelle, il est très important que pour la progression philosophique et morale d'Israël, les Juifs du monde entier restent, quand ils ne viennent pas en Israël pour y vivre, que les Juifs du monde entier apportent à Israël ce que les Juifs de l'extérieur peuvent apporter. Parce que si de l'extérieur d'Israël, les Juifs n'apportent pas une émotion mondiale, à ce moment-là, Israël en souffrira, parce qu'il deviendra cerclé sur lui-même. Quelle est votre relation à Israël, justement? Est-ce que vous êtes comme Gainsbourg en 67, qui avait écrit cette chanson dans l'avion, viendrait mourir pour le sable d'Israël? Est-ce que vous êtes posé la question, comme ces milliers de Juifs le font en ce moment en France, venir poser vos valises à un moment ou à un autre en Israël? Est-ce que ça va jusque-là? Pour moi, ça ne va pas jusque-là, ça dépasse ça. Ça veut dire que, pour moi, je suis français parce que toute ma culture, à 99%, est une culture française à l'intérieur de laquelle 30% au moins sont des racines de juifs français. De juifs qui se sont, depuis Montaigne jusqu'à Guitry, en passant par Feydeau, en passant par Porto Riche, tout le monde, de ces juifs qui ont justement donné à la France et apporté à la France une certaine façon de faire battre le cœur des Français, peut-être un peu plus diversement. Si jamais ces juifs français n'avaient pas respecté la France, n'avaient pas défendu la France, n'étaient pas morts pour la France, à ce moment-là, je pense que le peuple juif aurait raté son chemin. La différence entre le peuple juif et les autres peuples, et c'est pour ça que ce peuple est le plus ancien, c'est paradoxalement il est le plus jeune. Pourquoi il est le plus jeune? Parce que c'est un peuple qui ne regarde pas derrière lui. C'est ça la genèse d'Israël, c'est de regarder devant. Oui, en fait, je viens de comprendre, vous ne ressemblez pas du tout à Zweig, vous ressemblez à Israël, à cette ville, Tel Aviv, qui est toujours en mouvement. Israël, qui est un pays qui doit sans cesse créer les moyens de sa survie. C'est à Israël que vous ressemblez. Pour nous, je suis totalement d'accord et en osmose avec Francis. C'est-à-dire que pour regarder devant, il faut savoir et tout faire pour montrer aux autres ce
qui s'est passé derrière, et ce qui fait qu'on n'oublie pas d'où on vient ni où on va. C'est pour ça que depuis des années, on prend des destins qui sont au bord du précipice, comme celui d'Anne Frank, comme celui d'Einstein, comme celui de Zweig, comme celui de Camus. Et on les transpose à aujourd'hui, voilà, avec la sincérité et la vérité qui est la plus forte et la plus humble possible. Et c'est notre façon à nous d'amener des publics différents, voir ces destins, et plutôt que de les juger, tenter de les comprendre. Donc c'est notre façon à nous à apporter notre petite pierre à ce mur, à cette ville, à ce pays qui est notre maison. On revient en juin. Et on revient en juin pour je l'espère, Un festival. faire un beau festival francophone avec des pièces, avec des œuvres, avec des artistes et avec un public qui sûrement est en manque de culture française et peut-être un public israélien aussi qui va découvrir des acteurs français et qui sait, des acteurs français, des acteurs israéliens, des mélanges d'auteurs, des musiciens, un hommage à Shakespeare puisqu'on est au 400e anniversaire de Shakespeare, en tous les cas avec un programme j'espère ambitieux où les gens ont envie de venir parce qu'avec les mots, parce qu'avec les artistes, parce qu'avec les émotions, je pense qu'on doit tout faire pour montrer l'image d'Israël qu'on connaît nous quand on est là mais qu'on n'a pas de l'extérieur. Rendez-vous en juin, vous nous manquez déjà. Merci à vous.